Jean-Yves, avec sa chaîne Potion de vie, il aide les gens à développer des meilleures capacités de concentration et de mémorisation pour tous les domaines de leur vie. Et en plus de ça, Jean-Yves, c'est quelqu'un de super attachant. On partage pas mal les mêmes éthiques et les mêmes valeurs et on crée du contenu YouTube avec les mêmes intentions derrière. Et vous allez voir que du coup, c'est une discussion qui est super enrichissante et qui, je pense, vous apportera beaucoup. Bonne écoute. Bah voilà, si vous passez beaucoup de temps à faire des vidéos, ça veut dire que vous allez produire moins de vidéos, vous allez vous améliorer moins vite. Créer, c'est chaque jour qui passe, c'est du temps que vous n'aurez plus après. Votre message, même si vous doutez de confiance, même si vous manquez de confiance en vous, il a besoin d'être écouté. Vous avez besoin de laisser une trace de votre passage dans ce monde, et YouTube est parfait pour ça. Bienvenue dans Les Créateurs Vidéo, le podcast. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir Jean-Yves Ponce. Salut Jean-Yves. Salut! Alors, Jean-Yves, tu es tout d'abord un spécialiste de la mémorisation et de la concentration. Tu publies des vidéos sur YouTube depuis plus de 10 ans maintenant et tu as commencé avec des défis de mémorisation, comme par exemple apprendre 1000 décimales de pi ou mémoriser le plan du métro parisien. Rien que ça quand même. Et ensuite, tu t'es focalisé plus sur des tutoriels et des contenus dédiés à ta communauté. Communauté qui semble hyper importante pour toi d'ailleurs aujourd'hui, du haut de tes plus de 150 000 abonnés. J'espère que tu vas tout nous dire et tout nous raconter. Bienvenue Jean-Yves. Merci Sylvain. Bah écoute, je vais essayer de tout vous dire. Impeccable. Alors, est-ce que tu peux me dire déjà comment a commencé ton aventure YouTube? Qu'est-ce qui t'a pris un jour de te dire, allez, je vais mettre une vidéo sur YouTube? Est-ce que c'était un plan très précis, très déterminé, ou est-ce que c'était un peu par hasard? Et non, au début, YouTube, c'était absolument pas mon premier choix. Revenons en arrière. Comme tu l'as dit, la chaîne, elle a 10 ans. Et il y a 10 ans, donc ça nous porte en 2011, à l'époque, ce qui avait le vent en poupe, c'était surtout les blogs. Et moi, avant tout, je suis un blogueur. Donc, à l'époque, pour moi, je mettais la priorité sur écrire du contenu. Et je commençais à voir déjà des collègues qui, eux, avaient envie de publier du contenu un peu plus vidéo. Et moi, la vidéo, j'étais absolument pas à l'aise à l'époque. Donc, je m'étais dit quand même à l'époque, et franchement, avec le recul, je suis vraiment heureux d'avoir pris cette décision. Tu vas quand même créer ta chaîne YouTube et faire des vidéos dessus, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'un jour, effectivement, les gens ne liront plus de blogs et seront intéressés par les vidéos. Mais à cette époque-là, YouTube ne faisait absolument pas partie de mon plan principal. C'était plus un appoint pour amener les gens sur le blog. Donc tu vois, le contexte a bien changé. Ouais, bah, en fait, moi, alors, je publiais des vidéos par rapport à un blog perso à peu près au même moment que toi. Et ma première vraie chaîne YouTube a démarré 1 an après la tienne. Mais il faut quand même bien se souvenir, pour ceux qui nous écoutent, qui n'étaient pas sur YouTube ou qui n'étaient pas créateurs il y a 9 ou 10 ans, qu'effectivement, l'environnement n'était pas du tout le même. À l'époque, la norme, c'était d'écrire des blogs. Et puis publier des vidéos avec on va dire un vrai contenu éditorial et pas simplement une petite vidéo d'illustration pour un article de blog, ça se faisait pas beaucoup. On était entre guillemets un peu des pionniers et surtout c'était pas du tout pratique. Il y avait plein de galères techniques, l'interface était pas extraordinaire. Enfin et puis il y avait pas beaucoup de vues sur les vidéos. C'était très différent d'aujourd'hui. On n'avait pas forcément beaucoup d'exemples à suivre. À part il y avait Norman Cyprien Ouais. et voilà, quelques créateurs comme ça, mais quand tu crées du contenu hyper spécifique sur une niche, en fait, c'était absolument impossible à cette époque d'imaginer qu'on puisse développer une audience et ensuite vivre de sa chaîne YouTube quand on faisait pas des blagues dans sa chambre, quoi. Et donc, ça demandait effectivement un certain courage et un certain culot de se lancer en vidéo, en fait. Et je vais me permettre de creuser un peu plus encore la question. Pourquoi tu es sorti du coup de ta zone de confort? Parce que à l'époque, les blogs, ils étaient loin d'être en train de disparaître quand même. Il y a 10 ans, c'était vraiment au top de la forme des blogs. Tu vois, quelques années après, on peut comprendre des blogueurs qui disent ouais, bah là, j'ai de moins en moins de vues sur mon blog. Et puis, je vois des exemples qui marchent bien sur YouTube, donc je m'y lance. Mais il y a 10 ans, fallait quand même. Enfin, tu vois, t'as quand même tenté un coup. Comment t'as pris ta décision? Et est-ce que tu as eu une période où tu as fait blog et vidéo en même temps? Ouais, oui, dès le début, en fait, même si j'avais une grosse priorité sur le blog, je me suis écouté moi-même, en fait. En tant que consommateur de contenu sur Internet, qu'est-ce que moi je vais regarder? Est-ce que je vais lire des articles ou est-ce que je vais visionner des vidéos? Et en fait, si je voulais être honnête avec moi-même, regardais un petit peu plus de vidéos parce que c'était un peu plus attrayant pour moi. Je me suis dit, si moi j'éprouve ça, en tant que consommateur, il est possible que d'autres l'éprouvent aussi. Donc, ce serait une grave erreur de rester campé sur mes positions soutien mordicus à faire du blog et rien d'autre. Donc, j'ai gardé l'esprit ouvert et je pense que ça, c'est une qualité quand tu es dans un monde comme Internet ou que tu as une chaîne YouTube ou quoi que ce soit. Être ouvert et à l'affût de ce qui se passe et de ne pas rejeter tout d'un bloc. Donc ça, avec le recul, encore une fois, je suis content d'avoir pris cette décision de monter ma chaîne YouTube, même si au début, elle était assez modeste. Enfin,
on va pas se mentir, hein, mes caméras étaient attachées sur des balais, j'avais pas de trépied parce que peut-être je m'en fous, je suis pas pro, donc c'est pas la peine que j'ai un trépied. Euh, J'avais un vieil appareil, un vieux caméscope, enfin bon, c'était vraiment horrible de tourner avec ça. Mais quand même, je me suis lancé dans l'aventure, et voilà, je pense que ce qui a été vraiment décisif, c'est de m'écouter. En tant que consommateur, qu'est-ce que je fais? Je regarde des vidéos aussi, je fais pas que lire des articles. Et voilà comment j'ai pris la décision et je m'y suis tenu. D'accord. Ouais, c'est hyper important ça et c'est très dur à faire, je trouve. Quand on est dans une zone où on se dit: Ouais. «Bah non, moi j'ai mon truc qui marche bien en ce moment». Même aujourd'hui, on a des chaînes YouTube, on a notre fonctionnement, nos habitudes, on a notre communauté, mais il y a peut-être un truc qui est en train de naître à côté, qu'on n'est pas tellement en train de voir et plus on progresse en âge aussi, plus on se dit on a de moins en moins de chances de voir les opportunités arriver parce que justement nos habitudes de consommation sont plus plan-plan qu'avant, où on sautait sur la dernière mode, et cetera. Est-ce que tu vas régulièrement voir des vidéos sur TikTok? Est-ce que tu as essayé, comment ça s'appelle le truc, tu fais des conférences, des salons audio là, Ah, oui, on s'en souvient même plus tellement ça. bah, ça a monté, c'est monté et c'est redescendu aussi vite. C'est pas grave, le nom Clubhouse. Clubhouse, super, merci. Enfin voilà, c'est ça qui est compliqué, je trouve, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plein de plateformes qui se lancent, il y a des trucs qui sont hyper tendance. Et est-ce qu'il faut vraiment mettre toutes ces billes dedans, genre Clubhouse au moment où c'est sorti, est-ce qu'il fallait y aller à fond, créer des salons, une communauté, un machin, alors qu'il y a quand même 3 chances sur 4 pour que le machin, 3 mois après, et puis personne n'en parle. Mais en même temps, il y a un bénéfice pour ceux qui arrivent sur la plateforme en premier, si jamais la plateforme perdure. Et donc voilà, moi ce que j'essaye de faire aujourd'hui, peut-être tu fais la même chose aussi, c'est essayer de voir chez les gens autour de moi, notamment les plus jeunes, quelles sont leurs habitudes de consommation aujourd'hui. Est-ce qu'ils continuent de regarder des contenus longs sur YouTube? Aujourd'hui encore, oui. En tout cas, dans mon entourage, je constate. Mais ils mixent ça, en fait, avec d'autres choses. Là où notre génération à nous, quelque part, elle peut quasiment regarder 100% du YouTube, un peu de télé ici, un peu de Netflix là, et éventuellement un peu de Twitch, en gros. Hein. La génération d'en dessous, ils mixent vachement plus. Ils sont presque 50% Netflix, 30% YouTube et 20% TikTok, quoi. En gros, tu vois, en termes de temps passé sur les plateformes. Voilà, il faut surveiller un petit peu les nouvelles tendances et ça devient de plus en plus difficile, je trouve. Et est-ce que à l'époque, tu vivais déjà de ton blog? Est-ce que c'était ton activité principale ou est-ce que c'était un truc de loisir? Et est-ce que d'ailleurs aujourd'hui, tu vis de tes activités internet aussi? OK, donc il y a 3 questions. Bon courage, hein. On va commencer par la Bienvenue. première. Est-ce que je vivais du blog en 2011? Non, bien sûr que non. En revanche, quand j'ai créé le blog, tout de suite, j'avais une optique de vivre un jour de mon blog. D'accord. Ça a tout de suite été l'esprit dans lequel j'ai monté le blog. Il fallait qu'à un moment, ça débouche sur quelque chose qui me permette d'en vivre un jour. Donc ça n'a pas été fait en 2011. C'était pas, deuxième question, c'était pas mon activité principale. J'étais salarié. D'accord, tu faisais quoi? J'étais salarié, donc je suis quelqu'un de très prudent, et avant de lâcher mon boulot, ça m'a pris des années. Donc ça a été une activité annexe, mais que je voyais comme un boulot à part entière. Donc j'avais 2 boulots en fait pendant des années. Mmh. Et je m'en sortais très bien en fait, parce que quand t'es passionné, quand t'es passionné de ce que tu fais, finalement, tu sens pas vraiment la fatigue et tu vois pas vraiment les heures passer. Donc ça, c'était pas vraiment un problème. J'ai vécu de mon activité depuis 2012, fin 2012, début 2013. La sortie de mon premier livre, ça coïncide un peu, qui a été très bien accueilli et qui a apporté des revenus récurrents et stables pendant longtemps, jusqu'à ce que je sorte le deuxième, puis le troisième, etc. Donc, oui, donc tu as tiré un revenu assez rapidement finalement de tes Ouais. activités blog et YouTube. Enfin, en support, on va dire, de ton activité on dit quoi, d'écrivain, c'est ça? Oui. Et aujourd'hui, enfin, on va y arriver après en fait, mais on va repasser sur la question 4 d'abord. C'était quoi ton job à l'époque? J'étais fonctionnaire, j'étais bibliothécaire dans une école d'art. OK, OK, d'accord. D'où le lien avec les livres peut-être? Donc je côtoyais pas mal d'artistes et moi j'étais absolument pas artiste. Donc c'était un boulot qui te passionnait ou c'était alimentaire, quoi? Passionné, j'ai bien aimé ce boulot, c'était absolument pas une corvée d'aller au boulot pendant toutes ces années, hein. D'accord. D'accord. C'est juste que justement, avec les années, c'est juste que justement, tu vois un peu le truc, hein, la phrase là? Tu vois la phrase de l'écrivain? Tu C'est la juste sens? que justement. Non, mais le truc, c'est qu'avec les années, j'en avais fait le tour du boulot et j'avais besoin de plus en plus de temps pour passion de vie. Donc là, il fallait que j'ai commencé par prendre un 80%, puis un 60%, puis après j'ai tout lâché.
Mais il m'a fallu des années pour faire ça, hein. D'accord, d'accord. C'est très drôle, je dis ça pour les auditeurs, mais on a énormément de points communs, même si on le savait pas avant. Enfin, je pense pas que toi tu suivais mon contenu. Moi, je suivais pas ton contenu avant que Si, l je l'avais déjà vu. ah OK. Parce que c'est une personne qui suit nos deux chaînes assidûment qui nous a connectés finalement. Salut Karine. Et et en fait, ouais, on est de la même génération, on a les mêmes références, on a le même bureau qui monte et qui descend. Là, tu me Oui. dis la façon dont tu me parles de ton boulot, c'est la façon dont j'ai un peu toujours considéré mes boulots aussi quand j'étais salarié. Mmh. J'aimais beaucoup les jobs dans lesquels j'ai travaillé. Je m'y épanouissais et cetera. Mais en fait, au bout d'1 an et demi, 2 ans, en général, j'avais fait le tour de la question, j'avais besoin d'un truc en plus. Donc soit je changeais de boîte, soit, j'avais envie de lancer une activité moi-même, en fait. Et donc ça s'est fait comme ça. Et quelque part, l'activité autour de YouTube et qui tourne autour de nos passions finalement. Je sais pas si c'est ton cas, mais moi, c'est une des premières fois où c'est une activité qui me lasse pas au bout de 2 ans. Parce que j'arrive à renouveler, tu peux te renouveler, te réinventer, faire des choses différentes dès que tu te lasses un petit peu et en fait, c'est à toi de faire évoluer ta pratique pour que ça reste super cool à faire et que ça reste hyper intéressant. Mais c'est vrai que voilà, moi je me considère pas faire partie de ces gens qui ont tout fait pour quitter le salariat parce que c'était horrible et qu'ils traînaient les pieds pour aller au boulot, et cetera. Pas du tout. Donc voilà, je me retrouve un petit peu dans ton histoire là-dedans aussi. Non, moi j'étais comme toi, hein, c'était pas la corvée d'aller au boulot et ben, quand tu crées ton activité, moi ça fait enfin, du coup maintenant ça fait 10 ans quoi. C'est intarissable. Tu peux créer du contenu limite à l'infini parce que tu fais des recherches, tu lis beaucoup, tu te documentes, tu évolues dans tes façons de faire, de travailler, etc. J'ai commencé sur la mémoire pure. Après, je me suis orienté un petit peu vers la concentration, la productivité. Donc, c'est des choses qui... Tu ajoutes des cordes à ton arc et en même temps, tu gardes ta communauté, elle grossit. Enfin, tu débarques sur d'autres plateformes pour recommencer de zéro, etc. Donc, c'est très riche. C'est infini. Ouais. Et ça entretient ton intérêt aussi. Est-ce que c'est pour ça d'ailleurs que tu es passé de la mémorisation vers la productivité? C'est parce que tu pensais avoir fait un peu le tour des sujets mémorisation? Ou c'est pour des raisons peut-être plus stratégiques en disant que ça allait toucher plus de monde? Pourquoi tu as fait le shift comme ça? En fait, c'est venu naturellement, c'était un peu la suite de la réflexion de la mémorisation. Les gens avaient une mauvaise mémoire, donc je leur ai proposé un produit pour soigner leur mémoire, un livre. Et après, je me suis rendu compte que les gens, ils procrastinaient un peu pour mettre en application les conseils du livre. Donc je me suis orienté sur la concentration, c'était logique, quoi. Pour moi, c'était pas stratégique, mais il y a quand même un deuxième filet qui est apparu, en fait, une deuxième phase qui est apparue, c'est quand effectivement, au bout d'un moment, au bout de 7-8 ans, tu fais que de la mémoire, tu commences à avoir fait un peu le tour des grandes thématiques du sujet. Objectif rempli, t'es vu comme Monsieur Mémoire en France, en gros, mais tu commences à éprouver une certaine lassitude de ton contenu, même si tu l'as traité sous plein d'aspects, tu as envie de faire un petit peu autre chose, et donc petit à petit, tu commences à proposer d'autres choses. C'est le point qui est un peu stratégique, parce que est-ce que la communauté va te suivre, quoi. Ouais. Justement, tu parles de la communauté et tu viens de dire un truc qui m'a fait tiquer. Tu m'as dit, quand j'ai sorti mon livre, les gens, procrastinaient et n'arrivaient pas à appliquer, les conseils que je donnais sur la mémoire. Comment tu sais qu'ils appliquaient pas, parce que quelque part quand tu vends un livre, les gens ils l'achètent, ils font ça dans leur coin. Est-ce que tu avais déjà une communauté à ce moment-là et que tu as été chercher des feedbacks dans ta communauté? Comment tu as ce lien, en fait, finalement? Parce que ça s'applique même à des personnes qui n'écrivent pas des livres et n'importe quel youtubeur qui veut un peu avoir un impact sur la vie des gens. Comment on fait pour mesurer cet impact, voir si ça marche, si c'est efficace ou pas et comment on peut les aider à passer à l'étape d'après, quoi? Deux grandes choses, effectivement, j'avais déjà une communauté à cette époque-là, puisque c'est la communauté elle-même qui m'a poussé à écrire le livre, sinon jamais j'aurais écrit de livre, en fait. D'accord. Jamais je me serais senti légitime. Deuxième chose, c'est en les rencontrant sur les salons du livre, en vrai, dans les feedbacks, etc. Ils te parlent, les gens, ils te disent ouais, mais j'aime bien ton livre, il est génial et tout. Ah ouais, c'est quoi ton exercice préféré? Bah, je sais pas, je les ai pas encore fait. Tu as ce retour pendant une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois. Ouais. Tu te dis qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui pêche. Alors au début, tu te dis, t'as mis trop d'exercices. C'est pour ça qu'ils les font pas. Mais en fait, tu te rends compte que euh, ce que les gens veulent, c'est pas forcément tout de suite régler les problèmes de mémoire en faisant des exercices. Ce qu'ils achètent en achetant ton livre, c'est un bout de toi, créateur de contenu. Et ça, c'est très important et je l'avais pas compris à l'époque. Mais n'empêche que c'était un autre problème à force de discuter avec les gens. Je me suis rendu compte qu'ils n'arrivaient pas non plus
à réaliser ce dont ils avaient vraiment envie, quoi. La procrastination, en 2011, c'était pas un mot super à la mode comme maintenant où tu l'entends de partout, quoi. Procrastination, beaucoup de gens ne savaient pas ce que c'était. Et à part les anglophones, c'était un mot un peu barbare, quoi. Ça l'est toujours, en plus. J'aime pas la sonorité de ce mot, j'aime pas du tout. Maintenant, c'est un mot, c'est rentré dans l'usage commun tellement tout le monde procrastine, quoi. Ouais. Mais à l'époque, moi, je voulais proposer une formation en vidéo, justement. Tu vois, j'avais déjà évolué, c'était en 2013. En 2013, j'ai proposé une formation exclusivement en vidéo, il y avait quasiment pas de texte. Où là, je proposais aux gens de se concentrer un peu plus et de vaincre leurs problèmes de procrastination. J'ai même écrit un bouquin sur le sujet. D'accord. Et vu qu'on est sur le sujet de la communauté, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui comment tu fais vivre ta communauté? Est-ce que tu utilises des outils particuliers, des moments particuliers dans la semaine, dans l'année? Tu parlais de rencontrer des gens dans le réel. Je sais que tu fais des ateliers de travail en commun. Enfin, voilà, j'ai l'impression que tu fais beaucoup de choses pour ta communauté je pense que ce serait intéressant que tu nous en dises plus. C'est mon obsession, la communauté. Je suis obsédé par proposer des choses à ma communauté, par la faire vivre justement, pour lui donner des choses, quoi, pour des choses utiles. Donc, dans un premier temps, je propose des masterclass où j'invite des intervenants à parler de leur sujet. Et j'essaye d'un petit peu d'attirer l'attention ou de susciter l'attrait pour telle ou telle thématique. Des thématiques qui généralement ne sont pas trop éloignées des miennes. Une fois par semaine, pour les membres de la communauté, j'ai du coaching commun, c'est-à-dire que je prends toutes les questions et puis j'y réponds. Je fais ça le mardi, ça s'appelle Mardi Alchimie. Je propose des lives d'écriture en ce moment sur Twitch le matin, c'est-à-dire que je me filme en train d'écrire, quoi, tout simplement. Et ça fait un peu study with me pour ceux qui n'écrivent pas. Et pour ceux qui écrivent, ça les cadre, ça leur donne une régularité qu'ils n'auraient peut-être pas s'ils étaient tout seuls chez eux. Et en même temps, je réponds pour ceux qui seraient peut-être un jour intéressés par mon métier d'auteur. Et du coup, ils peuvent me poser des questions et je peux y répondre. Et comme ça, susciter encore l'attrait pour une partie de mon métier. Et quelque chose que j'ai envie de développer aussi. Qu'est-ce que je fais? Une vidéo par semaine, stable depuis des années maintenant. Il y a au moins une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube. Quoi d'autre? Régulièrement des livres, à peu près un par an. Là, même si cette année, il va y en avoir 4. Ouais, mais voilà quoi. Merci Twitch. Merci YouTube. Merci le fait de... Donc ça marche, c'est la preuve que ça marche. Oh oui, ça marche bien. Hein. On n'a pas de soucis, j'ai bien amélioré mes process. Ok, ouais, donc tu fais énormément de choses. Et quand tu parles de ta communauté, est-ce que c'est une communauté de membres payants, d'abonnés ou de membres de ta chaîne YouTube? Ou est-ce que c'est pour du gratuit? Ou est-ce que tu mixes un petit peu les deux? Je mixe les deux. J'ai la réputation de donner beaucoup de gratuit. Mhm. D'offrir beaucoup de valeur gratuitement pour convaincre les gens que si à l'avenir je leur propose quelque chose, ils peuvent me faire confiance parce que ce qu'ils ont eu en gratuit, c'est quand même super fort, quoi. Et ça m'a toujours bien marché, ce qui fait que tu as généralement un très bon bouche à oreille. Et le très bon bouche à oreille, ça te permet de te passer de pub. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc pendant des années, je me suis passé de pub parce que j'en avais pas besoin. Techniquement, j'en aurais pas besoin encore aujourd'hui, c'est juste que j'ai envie quand même de ne pas mourir idiot et puis d'exploiter un peu ce que tout le monde exploite, hein, pour voir un petit peu ce que ça fait, rester ouvert. Parmi mes communautés, la communauté qui est payante, c'est celle qui a cliqué sur le bouton rejoindre de YouTube. Ouais. Celle-ci a accès au coaching commun, parce que je pourrais pas faire des coachings communs sur ma communauté gratuite, parce que ce serait infaisable. Il y aurait trop de monde, 150 000, Ouais. je sais pas si t'imagines le nombre de questions par semaine. Ou alors je fais des réponses télégraphiques, tu sais, et encore je crois que ça suffirait pas. Mais voilà, donc il y a juste que quelques personnes qui me posent des questions chaque semaine et j'y réponds, comme ça. Sinon, ceux qui suivent le projet du livre, quand je crée un nouveau livre, généralement, j'aime bien avoir des bêta-lecteurs et des gens qui me font des retours un petit peu. Eux, pareil, ils sont pas payants, sauf au moment où je sors le livre, où j'ajoute plein de bonus exclusifs qu'à eux. D'accord. Mais sinon, tout le reste, c'est du gratuit. Ok, oui, donc tu fais en sorte vraiment que si on veut te suivre avec du gratuit, on a beaucoup de valeur et on peut juste rester en gratuit. Mais dès le moment où on rejoint ta communauté payante, on a plein de bonus qui sont vachement plus engageants. On rentre un peu dans une espèce d'intimité avec toi, c'est-à-dire qu'on a un accès direct à toi qu'on a moins facilement en étant que sur le gratuit parce que ta communauté est trop grande tout simplement. En fait, à force de me fréquenter en gratuit, au bout d'un moment, tu as envie de voir ce que je propose en payant et les gens sont pas déçus. Donc, je sais pas, c'est les retours que j'en ai. Donc, je suis assez content de ce modèle et ça marche bien. Donc, voilà, je suis content, ma communauté est contente, tout le monde est content. Donc. Ok, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça marche
tes séances de coaching en commun, c'est comme ça que tu les appelles? Ouais, coaching commun, ouais. Est-ce que parce que en fait, donc toi, tu es sur une thématique assez spécifique, la concentration, la productivité. Mmh. La plupart des youtubeurs qui nous écoutent ont aussi des chaînes sur un thème très spécifique et ils ont parfois du mal à se dire: «Comment je peux, monétiser vis-à-vis de mon audience autrement qu'avec la pub AdSense». Et j'ai l'impression que ton modèle a l'air plutôt intéressant, notamment dès le moment où la communauté commence à se développer et qu'on a, entre guillemets, plus le temps de répondre en détail à chacun des commentaires ou chacune des questions. Donc j'aimerais bien que tu rentres un peu plus dans le détail de comment ça fonctionne. Est-ce que tu as un questionnaire, un email où les gens t'envoient les questions, ou est-ce qu'ils interviennent en audio directement pendant le live, ou est-ce que toi tu prends un temps précis dans la semaine? Comment ça marche? Je prends un temps précis dans la semaine déjà, c'est le mardi à 16h, mardi alchimie. Boum. Déjà, avec le nom de l'émission, tu peux pas te tromper sur le jour. Ouais, Et après, j'envoie un post le lundi pour dire salut, mardi alchimie, c'est demain, posez-moi votre question sur ce topic. d'accord. Un post YouTube dans l'onglet dans l'onglet membres de YouTube. Dans l'onglet communauté, même si je trouve qu'il est pas très visible et que je cherche à récupérer les adresses mail des gens qui ont cliqué sur le bouton rejoindre. Parce que le problème, c'est que le bouton rejoindre, même si tu payes pour soutenir le créateur, c'est pas non plus, c'est pas toujours très visible, surtout si tu as plein d'abonnements. Et ça, j'aime pas trop ça de la part de YouTube. Je trouve que t'es pas assez prévenu, quoi. Il n'y a pas un aspect. La communauté, c'est juste des clients, en fait. C'est pas des gens que tu peux contacter. Il n'y a pas de réseau, de chat, etc., quoi. C'est un peu dommage, Ouais, d'accord. mais c'est comme ça. Donc, ils me posent les questions le lundi, j'y réponds le mardi. Et ceux qui viennent se greffer le mardi, qui ont des questions en live, eh ben, j'y réponds aussi. Généralement, je trouve le temps de le faire. L'émission, elle dure entre 45 minutes et 1 heure maintenant. Au début, c'était 20 minutes. Et voilà, on répond aux questions en détail comme ça. C'est quoi comme genre de questions que les gens te posent? Oh, ça peut être. Alors là, ouais, comme tu dis, j'ai une thématique générale, ce qui veut dire que je dois faire beaucoup de travail de mon côté parce que des fois, ils ont des questions d'ordre général et des trucs qui sont absolument pas ma spécialité première. Genre, à un moment, c'était il y a 2 ou 3 semaines, j'ai eu pas mal de questions autour du sommeil. Ah oui, Alors, le sommeil, on sait que ça influe sur les performances, mais voilà, je devais vraiment creuser la question pour leur donner du contenu, quoi, et les résultats des dernières études, etc. Ça demande vraiment ça demande de potasser le sujet également. Donc c'est bien, ça te fait évoluer en tant que créateur. Mais c'est des thématiques, qu'est-ce que j'ai comme type de questions sur la productivité, sur comment faire pour. En fait, les gens voient que j'utilise, moi, des méthodes, des process qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mmh, et ils me voient les utiliser. J'ai aussi la réputation de pratiquer ce que je dis ouais, en direct. Et les gens, ils voient ça et ils me posent des questions par rapport à ça pour voir si eux, ça marcherait pour eux, pour voir comment intégrer mes systèmes. Par exemple, récemment, j'ai mis en place un système de médailles. C'est tout bête, mais c'est un outil de motivation pour moi qui m'aide à 2 choses, qui m'aide à estimer très précisément le temps que je prends pour faire telle ou telle tâche. En ce moment, je suis dans l'écriture d'un livre, mais je peux te dire que mon livre de juillet a pris 84 heures à être écrit, alors que celui-ci, il en est à 51. Et il est quasiment fini. Donc, OK. c'est bien, mais ça, tu serais incapable de dire ça. C'est peu, c'est vachement rapide. Ouais, 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 mais ça peut être encore amélioré. C'est ah, mais tu m'aurais posé cette question l'année dernière, j'aurais été incapable de te dire. Je t'aurais dit un livre, ça prend 1 an à écrire. Ouais. 9 mois, 10 mois, 15 mois, 18 mois, ça dépend. Oui, mais quand tu dis 1 an, on sait pas combien d'heures c'est Exact. en réalité Bah, moi, je derrière. te dis, c'est 84 heures pour Heu, le livre de juillet. Il est gros, hein. d'accord. Mais ça me fait halluciner, le dernier épisode de podcast qui est paru, c'était sur un youtubeur qui fait des vidéos de pâtisserie, Ouais, qui passe au moins 100 heures par vidéo. OK. 100 Ouais, heures non. de création de contenu, d'images, de montage, de tests sur sa recette, et cetera. Donc quand tu me dis que tu écris un livre entier en 54 heures, je trouve ça juste hallucinant, quoi. Et encore, je te dis, ça pourrait être un petit peu amélioré encore. Et donc les gens, ils viennent pour toi, ils viennent vers toi pour ça? Quand tu en gros, est-ce que toi, tu vas utiliser ça quelque part comme un argument en disant: «Bah, regardez, j'ai écrit un bouquin en 50 heures, donc c'est qu'il doit y avoir des trucs qui marchent derrière, donc venez apprendre les méthodes avec moi»? Ou est-ce que tu t'en fais pas trop la pub et c'est quelque part seulement les gens qui te connaissent? Les gens qui sont curieux visionnent 1 ou 2 de mes vidéos et puis dans chacune de mes vidéos, maintenant, je leur dis si vous voulez bosser, si vous n'arrivez pas à bosser seul de chez vous, venez me rejoindre dans la bibliothèque virtuelle. D'accord. La bibliothèque virtuelle, c'est une salle Zoom où tu peux avoir un accès direct à moi. Tu peux bosser avec moi, tu peux voir comment je bosse avec, tu peux me voir questionner les gens. C'est limite du coaching commun des fois, hein, et c'est gratos. Donc c'est plutôt intéressant. Et à force de traîner avec moi, moi je vais te mettre des idées dans la tête du style mais c'est génial ce que tu fais, pourquoi tu fais pas une chaîne YouTube? Ouais. Et du coup là ça donne envie aux gens. Ça donne envie, mais je le fais même pas exprès en plus, hein. C'est pas un argument, je leur dis pas achète ma formation comment devenir pro sur YouTube, hein. Ouais. Je leur dis mais c'est génial ce que tu fais, tu devrais écrire un bouquin.
C'est génial ce que tu fais, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, et c'est quoi ta prochaine étape? Qu'est-ce que tu veux faire? Et comme ça, je vais les coacher en fait, mais je fais ça naturellement. Et ça va donner des idées aux gens, ça va vraiment leur donner envie. Et voilà comment tout part en fait. OK. Tu me fais confiance, donc tu viens me voir en live, tu interagis avec moi, tu vois que je suis pas quelqu'un de malveillant, donc du coup, ben, tu me fais confiance, quoi. A priori, ça marche comme ça. OK, ça résonne vachement ça, ce que tu dis parce que c'est ce que j'ai eu sur ma chaîne photo, quand j'ai développé une communauté de tipeurs. Donc c'est les gens qui soutenaient la chaîne sur Tipeee, parce qu'il y avait pas le bouton rejoindre à l'époque, qui est une communauté pareil, hyper bienveillante, on se connaît tous, on est devenus potes pour certains et cetera. Et c'est drôle de voir au fur et à mesure comme ça peut créer des vocations chez certains, en fait. D'être dans cette communauté et de se stimuler les uns les autres. Il y a dû y avoir 10 chaînes YouTube sur la photo qui sont nées depuis ce groupe-là. Il y en a au moins 10 ou 15 qui sont devenus photographes professionnels et qui te disent vraiment, si j'avais pas été dans ce groupe, jamais j'aurais fait ce truc-là. C'est que ça m'a donné confiance d'avoir d'autres gens autour qui m'encouragent, qui t'entraînent, etc. Et je trouve que je vais peut-être paraître un peu pompeux là-dedans, mais c'est la bienveillance qui permet d'arriver à tout ça, en fait. C'est quand on est tous là pour soutenir les autres, qu'on n'est pas là pour se tirer dans les pattes, qu'il se passe des trucs un peu magiques derrière et que tu as des gens qui prennent confiance en eux et qui osent se lancer derrière. Et je trouve ça trop cool, quoi. Ah mais clairement c'est ça, hein, c'est la bienveillance et enfin moi c'est totalement désintéressé. J'ai pas de produit à vendre derrière. Quand je donne des conseils aux gens, c'est comment moi je ferais. Je veux dire, j'ai plein d'idées, mais j'ai pas assez de temps pour toutes les mettre en pratique. Alors quand je vois quelqu'un débarquer qui a une bonne idée mais qui manque juste un peu de confiance en lui, mais c'est limite mon Ouais. devoir de le pousser pour qu'il crée quelque chose, quoi. Pour le faire passer de spectateur peut-être de sa vie à un peu plus acteur et créateur même. Donc c'est- des fois, enfin voilà, je les pousse vraiment des fois, ça. Mais vas-y. Mais ça marche. OK. Est-ce que tu pourrais me dire quelle est la vidéo que tu préfères sur ta chaîne YouTube? Si tu arrives à m'en sortir une comme ça, c'est pas forcément celle qui a le mieux Ouais. marché, mais est-ce qu'il y en a une qui ressort du lot, tu dis: «Waouh, celle-là». Bah, il se trouve que c'est celle qui a le mieux marché en Ah, plus. Ma vidéo préférée, c'est Kelvin Do, le petit génie. J'ai passé je sais pas combien d'heures de montage dessus, elle a plus d'1 million de vues. Euh, je l'ai faite en septembre 2020, ouais, donc 1 million de vues en un an, quoi, à peu près. Elle bravo. avait déjà en septembre 1 million de vues. Et j'ai passé énormément de temps au montage parce que je voulais faire une vidéo qui sorte un petit peu de ce que je fais, faire un petit peu plus de storytelling, faire un petit peu plus de vidéos où je me fais plaisir. Et voilà, c'est ma vidéo préférée parce qu'elle est bien, elle a un très bon retour public. Et voilà, j'en suis assez fier parce que ça a du contenu qui va vraiment rester, quoi. C'est pas comme des vidéos du style 2 exercices de concentration Ouais. où les gens, s'ils voient que ça a été tourné en 2014, ils vont se dire ouais, ok, mais il y a peut-être quelque chose de plus actuel, quoi. Et ça t'a pas donné envie de faire plus de contenu comme ça, quitte à sortir de ta routine de 1 ou 2 vidéos par semaine? Je sais que tu aimerais que je fasse ça, puisqu'on en a parlé récemment. Oh, j'ai rien dit, hein. C'est très très, ça prend beaucoup de temps, hein. Ça prend beaucoup de temps. Et ça, c'est pas le genre de vidéo que je peux déléguer à quelqu'un parce qu'il y a un aspect artistique qui est, voilà, s'il faut que j'explique, soit je laisse tout clé en main. J'avais laissé une vidéo à Autodisciple comme ça, un youtubeur, une vidéo clé en main. Il m'a fait une vidéo super bien, mais qui avait pas très bien marché. Et j'ai fait une vidéo moi-même où je m'occupais que des aspects artistiques, ça avait bien marché. Donc c'est pas quelque chose que tu peux déléguer facilement, ce type de vidéo. Mais c'est vrai que le truc, c'est toujours ça. J'ai peur que ma communauté ne trouve pas ça utile. Ouais, Donc je le fais pas forcément souvent. d'accord. Parce que bon bah voilà, ils sont habitués à ce que chaque semaine je leur donne un outil, je leur donne un truc, enfin je leur partage un truc qui puisse être potentiellement utile dans leur vie. Si j'arrive direct avec du storytelling sur un truc dont ils sont neutres ou froids, ils vont peut-être pas forcément me suivre dans ce délire-là, mais c'est vrai que ça me reste en tête et je vais en reproposer d'autres, c'est sûr. OK. Moi, je mets une petite pièce sur le fait que d'ici 1 an ou 2, tu feras plus que des vidéos comme ça. Plus que des vidéos comme ça, tu penses carrément que je vais changer de... C'est possible, c'est possible. Moi, j'y suis passé. C'est-à-dire que j'étais très, très, Ok, très tuto, test de matériel, et cetera avant, y compris sur ma chaîne du coin des youtubeurs d'ailleurs, c'était beaucoup de petits tutos. Et maintenant, je suis passé vraiment sur un format quasi storytelling à chaque fois, très travaillé, qui prend beaucoup plus de temps, effectivement. Ouais, je pense qu'il y a au début, il y a une certaine culpabilité à se dire, «Mais je publie plus autant de contenu, ma communauté» en plus, surtout quand tu as une communauté qui est fortement engagée, tu ressens presque un devoir à leur fournir du contenu régulier.
Et je sais que j'ai accompagné pas mal de youtubeurs qui ont ce blocage-là, qui se disent: «Non, non, moi, c'est une vidéo par semaine de toute façon, je me suis engagé à ça auprès de ma communauté» et voilà, je peux témoigner que les gens t'en veulent pas trop. Quand tu publies un peu moins, c'est pas grave, en fait. Ouais, je sais pas. Je sais pas parce que ça fait pas longtemps que je le fais, donc si ça se trouve, dans un an, je vais te dire: «Ouais, non, finalement, je fais marche arrière». Mais voilà, c'est quand chacune des vidéos que tu sors, tu en es effectivement très fier comme celle que tu as déjà faite. Ça, c'est encore un autre niveau, je trouve, en termes de création de contenu, quoi. Après, faut, comment dire, j'en ai pas fait d'autres parce que le deuxième épisode, donc celui-ci, je l'avais complètement délégué le montage à Autodisciple. Et moi, j'avais trouvé la vidéo super géniale. Le problème, c'est qu'elle a tellement fait un flop que je me suis dit, allez, c'est pas la peine de passer autant de temps si c'est pour faire des flops. Donc, du coup, je suis revenu à mon contenu habituel, on va dire. Ouais. Il y a plus d'enjeux. C'est-à-dire que si tu rates ta vidéo, si elle performe pas bien, tu te C'est dis: «Mais ça. on a mis tellement d'énergie dedans, c'est rageant, quoi». Ouais. Je comprends, je comprends. Est-ce que tu pourrais me dire comment aujourd'hui tu monétises tes vidéos? Est-ce que tu as différentes techniques de monétisation? Je suppose que oui, vu que tu as déjà des membres, donc des membres qui payent un abonnement et puis tu en as d'autres qui achètent tes livres. Est-ce que tu as d'autres voies de monétisation, et est-ce qu'aujourd'hui tu vis correctement de tes différentes Euh, activités? Combien tu attribues à YouTube, à tes livres, à ton blog et cetera? Il y a d'autres. Oui, bah déjà, il y a la pub YouTube. Il y a surtout les sponsoring. Enfin, les sponsoring. Maintenant, je suis contacté par des marques bah, pour promouvoir leurs produits. Je suis plutôt bien payé pour ça. Donc, c'est pas mal, quoi. Il y en a qui reviennent en plus. Donc, ça veut dire que ça marche pour eux, hein. Cambly, par exemple, l'application pour apprendre l'anglais avec des profs, donc en visuel et en auditif, en visioconférence. Ça marche bien. J'en suis à la 5e vidéo pour eux, là. Ils veulent que j'en refasse une très prochainement. Ça fonctionne bien et ça paye bien, on va dire. Ça te fournit des revenus. Donc, quand tu as une vidéo sponsorisée par mois, déjà, c'est une source de revenus ça fait pas tout, mais c'est déjà quelque chose. Ensuite, tu as, moi, je fais la pub, chaque fois que je sors un produit, je fais la pub dedans, hein. Enfin, je veux dire, ça y est. Au fait, avant de commencer, je tenais à vous dire, j'ai sorti mon nouveau livre. Ce livre, si tu es un étudiant en médecine, tu dois absolument le voir, parce que franchement, j'ai compilé les meilleurs. Enfin, tu vois, quoi. Et en plus, je vais même pas me forcer pour l'argumentaire, vu que c'est vrai. Donc, chaque fois que je sors quelque chose, il y a un appel à l'action qui dit, bah voilà, si tu veux en savoir plus, va dans la description, en gros, quoi. OK. Donc ça, c'est permanent. Et puis, c'est à peu près tout, je crois, pour YouTube. Parce que ça dépend des mois. YouTube, ça paye pas pareil selon les mois, apparemment, niveau pub. Donc ouais, ça doit faire 20% des revenus quand même, hein. C'est pas négligeable. Et j'aurais bien aimé avoir ce type de revenus quand j'ai commencé, hein, ça je te le dis. Ouais. Et aujourd'hui, si tu n'avais pas de chaîne YouTube, est-ce que tu penses que tu vivrais de ton activité? Parce que, par exemple, je sais pas, peut-être 90 de tes ventes de livres se font, en dehors de ta communauté, et que c'est des gens qui ne te connaissent pas qui les achètent en librairie? Ou est-ce que, au contraire, tu les vends plutôt essentiellement aux gens qui te connaissent déjà? Est-ce que c'est tes livres d'ailleurs ta source de revenus principale? Je suis quelqu'un qui fait du multi. J'aime bien diversifier les types de revenus. Donc, si j'avais pas de chaîne YouTube, je pense que ce serait. Je perdrais une grosse fenêtre de visibilité déjà. Parce que bah, YouTube, c'est un peu comme si tu avais une boutique qui avait pignon sur une rue très très fréquentée. Mmh, Et perdre ça du jour au lendemain, ce serait un peu dommage. Je pense pas que ça m'empêcherait de vendre des livres. Parce que ce qui me fait vendre des livres, en fait, c'est d'être présent dans les librairies et c'est d'avoir un gros éditeur derrière moi qui me suit. d'accord. Et c'est des nouveaux clients, des gens qui me connaissaient pas avant. Mais j'aimerais pas perdre ma chaîne YouTube, non. C'est pour la de ta question. Ouais, en ce moment, ouais, parce qu'avec le Covid, etc., les conférences, les ateliers, tout ce qui est présentiel, ça a pris une grosse claque en 2020 et 2021. Donc là, ça commence doucement à revenir, mais c'est pas non plus la panacée. Donc je suis bien content d'avoir les livres, même si mon dernier livre est sorti pile le jour où on décidait de fermer les librairies. Super timing. Super timing, donc voilà. Annonce de fermeture des librairies le 16 février, je crois que mon bouquin est sorti le 15, un truc comme ça. J'étais dégoûté. Mais, Ouais, les livres, ce qu'il y a, c'est que c'est très stable. Il n'y a pas un jour, tu vas plus en vendre du tout, quoi. d'accord. C'est beaucoup plus prévisible que le reste. Parlons un petit peu de matériel. Tu nous as évoqué un tout petit peu le matos que tu utilisais au début pour tourner tes Un balai. vidéos. Tu quoi au début et tu quoi aujourd'hui? Rapidement, on va pas passer non plus 20 minutes dessus, mais c'est toujours intéressant de savoir comment ça a évolué et est-ce que c'est vraiment important, d'avoir du super matériel ou pas? Non, non. Non, non, c'est pas important d'avoir du super matos de dingue. Vous pouvez tout à fait vous passer de fond vert. Moi, j'étais dégoûté de pas avoir de fond vert pendant un moment, puis j'en ai eu un, et puis en fait, on m'a dit que les vidéos, ça rendait moins bien. Ça fait Donc kitsch. le fond vert, maintenant, il est en décoration de mon studio. Mon studio, en fait, c'est juste un bureau. C'est un grand mot pour dire juste bureau, quoi. C'est un bureau avec une bibliothèque derrière. Ça, c'est mon studio.
Un projecteur parce que la lumière quand même, moi pendant longtemps j'ai manqué de lumière, donc j'ai un petit projo qui me permet d'avoir une belle lumière sur moi. Mais sinon pour filmer, j'ai viré tout ce qui était caméra, etc. Je filme plus qu'à l'iPhone maintenant, enfin, plus qu'au smartphone, et un micro-cravate filaire, donc même pas sans fil, hein. Je branche le fil directement sur le téléphone et je filme quoi. Un trépied pour tenir l'appareil photo quand même, ça change du balai, c'est beaucoup mieux, je vous assure. N'hésitez pas à investir dans un trépied. Ou alors prenez un très bon balai, un balai avec 3 pieds justement, et pas de Voilà. brosse. Et sinon, bah, j'ai un bon micro là pour quand je fais des lives, quand je suis en visio, etc. J'ai un Blue Yeti. Et sinon, je crois que c'est à peu près tout. Tout le reste, c'est franchement, on peut s'en passer, hein. D'accord. Donc tu as d'un tu as en fait, donc au début, tu as commencé avec un caméscope et tout ça. Ouais. Ensuite, tu eu si je traduis, tu as acheté du «bon matos» quelque part, entre guillemets, une caméra, et cetera. Et là, tu as downgradé quelque part. Tu es retourné à un système plus simple? Oui. Ouais, Pourquoi? ouais. Parce que c'était trop compliqué de shooter avec une caméra pro et tout? Ouais, c'est ça, hein. Attends. Tu te balades avec une caméra dans la rue, voilà quoi. Tu peux pas faire des vidéos à la volée pour ta communauté, quoi. C'est compliqué, ça fait bizarre, tu vois, un mec qui sort sa caméra, qui se filme, quoi. What? Alors qu'un téléphone, tout le monde le fait, donc c'est beaucoup plus évident. Après, maintenant, avec le smartphone, tu filmes, c'est dans le smartphone, de ton smartphone, tu l'envoies à ton drive, et après, ça y est, tu peux commencer ton montage, quoi. Ouais. Alors qu'avec la caméra, il faut que je prenne la carte, que je la mette sur mon ordinateur, que je télécharge, que je convertisse parce que le format, c'est pas le même, et après que je peux commencer à monter, parce que si je fais pas ça, si je fais pas cette étape de conversion, le son n'est pas synchronisé avec le machin. Ouais. C'était un peu pénible, donc au bout d'un moment, je me suis dit, tu mets tout sur smartphone. En plus, la qualité, ma caméra était pas si top que ça, hein. En fait, sur smartphone, j'avais une bien meilleure qualité que ce que j'avais sur ma pauvre vieille, sur mon pauvre vieux caméra, quoi. Sur ma pauvre vieille caméra. Donc, c'est simple finalement. Ça tient sur un trépied facilement. T'as pas besoin d'un trépied spécial non plus. Moi, ça m'a convaincu très rapidement. OK. J'ai sauté le pas et franchement, je reviendrai jamais en arrière. Je comprends parce que c'est, quand on débute, on rêve d'avoir du super matériel, d'avoir une caméra 4K, Mm. des super éclairages, un super micro et tout. Mais on se rend pas compte, en fait, de tout le boulot qu'il y a derrière. Et une fois qu'on a dépensé 5 000 balles pour s'acheter toutes ces belles choses, on commence à voir le temps que ça prend. On le fait avec plaisir au début parce que c'est la découverte et tout. Mais quand on produit du contenu régulièrement comme ça, il y a un moment, ça devient vraiment un handicap quasiment. Effectivement, comme tu dis, d'enlever la carte SD, de vérifier toutes les vérifications que tu dois faire avant de tourner. Est-ce que le son enregistre bien? Oui. Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que l'autofocus n'est pas mis sur le truc de derrière ou le truc de devant, etc. Il y a plein de, il y a plein de sources d'erreurs. Est-ce que j'ai assez de batterie? Effectivement. Est-ce que le truc va pas bugger? Il va peut-être bugger, je vais m'en rendre compte qu'une demi-heure après. Il y a plein de sources d'erreurs qui vont créer des frustrations parce que des fois, tu vas tourner une vidéo qui sera parfaite et puis tu vas te rendre compte qu'il y a un truc qui n'a pas enregistré. Il faut tout retourner après et tu veux le faire 2 fois, 3 fois. Et à force de frustration comme ça, effectivement, il y a un moment, tu te dis, il faut que je simplifie mon setup parce que sinon, je vais juste arrêter, quoi. Donc pour ceux qui démarrent, ne rêvez pas trop de ces super caméras et tout. C'est bien si vous voulez faire vraiment du contenu très cinématographique, limite des courts-métrages et tout. C'est bien si vous voulez vraiment devenir vidéaste, quasiment vidéaste pro. Mais être youtubeur, c'est pas être vidéaste professionnel. Être youtubeur, c'est surtout être créateur de contenu. Et donc, quelque part, le meilleur outil, c'est celui qui est le plus simple pour vous et qui est suffisamment bon pour que ce soit agréable à regarder, quoi. Et un téléphone et un petit micro, c'est largement suffisant pour la plupart des audiences quelque part. Donc ouais, je te rejoins complètement. Moi, je filme avec ma super caméra, mais j'ai mis en place un système où le signal part dans mon ordinateur et donc j'enregistre à partir d'OBS sur mon ordinateur. Je peux checker sur mon ordinateur si c'est bon, je peux voir tout de suite quand ça bug. J'ai un retour en fait et une fois que j'ai fini d'enregistrer, mon fichier est sur mon ordinateur directement. J'ai plus ces histoires de carte SD. Le micro, c'est pareil, c'est un micro qui branche à l'ordi. Donc j'ai adapté le système pour que ce soit simple. Mais je reviendrai plus à la carte SD et au micro à part et au clap et tout ça, quoi. C'est fini ça. Mais là, en plus, ta caméra, elle bouge pas de ton studio, quoi. Bah si, parce que c'est aussi mon appareil photo, mais j'ai un pied qui est directement sur le bureau. Et donc quand je reviens, je mets ma caméra tac sur son pied et puis elle est à la bonne place. Ok, super. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est le conseil que tu aurais aimé avoir au moment où tu as démarré sur YouTube? Oh, c'est dur ça. Oh, c'est vieux. Bah oui, c'est vieux, maintenant ça fait 10 ans. Ou alors quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut démarrer aujourd'hui sur YouTube? Il y en aurait plein des conseils. Je dirais quand même que il faut passer du temps, mais pas trop non plus dans la création de... Enfin, comment dire?
Je vois beaucoup de gens qui veulent se lancer sur YouTube et qui se mettent une pression pas possible à faire une vidéo hyper parfaite et tout et que, elle soit il y a aucune erreur, aucun bafouillement, aucun éclairage, pas top, aucun détail dans le machin, enfin ça ils prennent tellement de temps, ils se mettent une telle pression vis-à-vis de ça que du coup, ils en finissent. YouTube, ça Ouais. devient une contrainte et ça doit absolument pas devenir une contrainte, ça doit être un moyen de fédérer, de regrouper une communauté et pour ça, c'est important que votre tournage de vidéo soit assez fluide et rapide et que vous puissiez faire des tests rapidement. Si prendre une vidéo, c'est tout de suite 1 heure de tournage plus 2 heures de script plus 8 heures de montage, ça va vous faire des vidéos qui vont peut-être plus de 10 heures à produire, vous allez vous essouffler. Donc c'est pas la peine, au contraire, soyez imparfait au début. Parce que le plus important, c'est les retours. C'est est-ce que vous allez pouvoir fédérer une communauté avec la thématique que vous supposez va marcher. Les suppositions, c'est ce qu'il y a de pire en fait. Il faut les transformer en preuves. Et pour les transformer en preuves, vous devez tourner des vidéos et les proposer. On s'en fout qu'elles soient imparfaites ou pas. Si votre message il est important, s'il est impactant, les gens vont vous suivre. Que vous soyez en train de tourner au fin fond de vos toilettes ou que vous soyez, enfin peut-être pas quand même, mais que vous soyez en train de tourner dans des conditions extrêmes avec un son qui est pas terrible, mais si votre message est intéressant, s'il donne envie de vous suivre, les gens vous suivront. Vous pouvez avoir le meilleur contenu du monde si au début de toute façon personne va vous voir. Vous allez avoir zéro portée, donc c'est pas la peine de passer 18 heures à faire des vidéos. Passez juste un petit peu de temps et essayer de lancer, essayer de proposer des choses. C'est important de faire beaucoup de tests et de proposer. Au début, c'est ça. Moi, j'encourage tout le monde à faire de l'action, produire, faire des tests. Et on est en phase de test, on cherche sa voie au début. Et dans YouTube, c'est très important de ne pas s'épuiser dans ça. 100%, 100% d'accord, 100% d'accord. C'est la même chose que je dis, effectivement, le même argument de toute façon, personne verra vos premières vidéos. Donc, passez pas 20 heures dessus. Et effectivement, pour moi, s'il y a une période où on doit produire beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, c'est au début de la chaîne YouTube. À la fois pour effectivement trouver une audience et trouver ce qui marche auprès des gens, mais aussi pour voir ce qui nous plaît à nous de faire. Et en expérimentant plein de formats différents, on va peut-être se rendre compte après 10 vidéos qu'en fait, il y a un autre format qu'on n'osait pas faire au début, qui nous plaît vachement plus, et on va partir dans cette direction-là. Alors les toilettes, moi, tu sais que je l'ai fait, hein, pendant plusieurs années, j'ai tourné Les mes toilettes. vidéos dans mes toilettes. Hein. Toutes ces vidéos du coin des youtubeurs, les 2 premières années, c'était dans les toilettes. Et j'ai fait une révélation un jour, j'ai fait la grande révélation de le truc auquel vous vous attendez pas, et j'ai montré ce qu'il y avait de l'autre côté de la caméra. Mais c'était le seul endroit de ma maison où je pouvais laisser les lumières au plafond, où je pouvais insonoriser un peu la pièce et tout ça, quoi. Pratique avant tout. Bah, j'avais soigné l'acoustique, du coup, j'avais mis des panneaux et tout. Et non, et alors, c'est ce que tu as dit là, ce qui est très puissant dans ce que tu as dit, je trouve, c'est. Et tu as un petit peu pompé ça sur une application de rencontre. Ah bon? C'est que, en fait, c'est important d'être imparfait. Ah oui. Et c'est important parce que déjà, tu te mets pas trop la pression et tu acceptes quelque part tes petites erreurs. Mais c'est surtout que si toi, tu n'aimes pas tes petites erreurs, les gens vont les aimer pour toi. Et souvent, nos imperfections vont nous rendre plus humains et les gens vont plus s'accrocher à notre contenu parce qu'ils vont dire, ah bah en fait, cette personne, elle est comme moi. Des fois, elle bafouille, des fois, elle a la langue qui fourche, ou elle va dire des oh merde dans un coin parce qu'il y a un truc qui va la frustrer. Et ça, ça crée une connexion émotionnelle quelque part avec les gens qu'on n'a pas quand on fait un contenu trop propre, trop journalistique, où on lit un script sur un prompteur de façon un peu robotique. Et je pense que c'est hyper important de créer une connexion comme ça avec les gens. Et donc, il y a même, quand tu regardes les gros youtubeurs, ils créent artificiellement des imperfections. Ils vont accentuer leurs imperfections. Lena Situation, dans ses vlogs, il y a plein de petits moments où tu sens qu'elle appuie beaucoup sur le fait qu'il y a un truc qui s'est pas passé exactement comme prévu et ça la fait marrer. Et c'est ça qui fait que ça la rend plus humaine. Quand Norman avait son tout beau studio dans sa société de prod, ils ont remis derrière un espèce de séchoir à linge avec des cale-buts pour essayer de recréer un peu une ambiance à la maison, un peu cheap, un peu amateur, tu vois. Donc ils essaient de recréer des imperfections pour garder cet aspect-là, justement. Il y a rien de pire, et ça c'est quand on travaille avec des entreprises en particulier, je trouve il y a rien de pire sur YouTube que le fond blanc, la personne avec l'éclairage parfait qui va lire un texte, quoi. Pour ça, il y a d'autres médias que YouTube. Il y a la télé, et encore maintenant la télé est en train de devenir aussi plus humain quelque part. Et YouTube, voilà, c'est tout l'inverse de ça. Donc
Donc non, les imperfections, c'est bien. Gardez-les et les gens vont bien apprécier en général, même s'il faut les assumer, quoi. Ouais, puis ça vous rend plus accessible aussi, hein. Quelqu'un où tout est parfait, tout est bien léché, etc., ça crée une sorte de distance. Tu peux pas t'identifier à cette personne. Tu peux t'identifier moins facilement, en fait. Tu peux aimer le message, mais de là à vouloir le suivre et à faire partie de la communauté, c'est un peu différent parce que tu t'identifies pas vraiment à lui. Quelqu'un qui démarre et tout, et tu suis une histoire, le fait d'avoir une histoire aussi, c'est pas mal. Ouais. Allez-y. Bon, faut que le message il soit là quand même, hein. Faut pas que ce soit une vidéo juste pour dire salut, quoi. Ouais, bah après, des fois, la première, elle permet de casser une barrière technique, quelque Ouais. part. Et des fois, même s'il y a pas de propos, c'est pas grave, il y en aura dans la deuxième ou dans la troisième. Et ouais, c'est ça que je voulais rajouter aussi. Plus vous allez faire de vidéos, plus vous allez vous améliorer. Au niveau de la gestuelle, au niveau de la parole, au niveau de ce que vous éprouvez en vous regardant, en vous entendant, etc. Tout ça, ça va évoluer et c'est la vidéo, YouTube, en fait, c'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose de très pratique. Et plus vous faites de vidéos, plus vous allez vous améliorer. Bah voilà, si vous passez beaucoup de temps à faire des vidéos, ça veut dire que vous allez produire moins de vidéos, vous allez vous améliorer moins vite que celui qui en fera une par semaine, deux par semaine, trois Mm. par semaine. Une par jour, je conseille pas trop. Je me permettrais même à faire un parallèle un peu hasardeux avec l'entrepreneuriat. Mais comme j'ai vécu un petit peu aux États-Unis, donc j'ai vu l'entrepreneuriat aux États-Unis et l'entrepreneuriat en France. Et pour moi, la grosse différence, c'est qu'aux États-Unis, généralement, ils font tête baissée dans le truc et ils sont hyper agiles. C'est-à-dire que si ça marche pas, ça prend pas, hop, on prend un virage et on fait un truc complètement différent 2 mois après. Là où souvent, en France, même si ça évolue maintenant hein, quand même, on a tendance à préparer son business plan pendant 6 mois, à ce que tout soit parfait, tout soit bien calé dans les cases, etc. Et du coup, après, on a du mal à lâcher le bébé si ça marche pas. On insiste et on va beaucoup trop loin dans le truc. Et je le constate sur des chaînes YouTube que j'accompagne. Il y a des chaînes YouTube qui, dès le démarrage, ont un format hyper spécifique. Toutes les vidéos font entre 8 et 9 minutes. Ça commence comme ça, il y a le générique comme ça, il y a le propos comme ça. Tout est exactement sur la même structure et le même modèle. Et donc, ça fait très pro et tout ça. Mais sauf que, en fait, vous avez quelque part une chance sur 50 que ça marche. Et donc, il y a des chanceux pour qui ça marche. Mais si ça marche pas, c'est très dur d'accepter de remettre en question toute sa réflexion qu'on avait faite autour de sa chaîne YouTube, même si je te montre les données en face. Hein, je te dis, regarde, les gens, ils s'ennuient, ils quittent ta vidéo ou ils cliquent pas dessus, ça les intéresse pas, il faut changer des trucs. Bah, je constate que ces YouTubeurs-là sont durs à bouger en général parce qu'ils acceptent de faire des micro-changements, mais ils ont beaucoup de mal à tout balayer Ouais, et c'est à ça. repartir sur un concept un peu différent. Donc, ouais, commencez cheap et imparfait et vous apprendrez beaucoup plus vite, ça c'est sûr. Ouais. C'est quoi tes plans pour le futur de la chaîne Donc ta chaîne s'appelle Potion de vie, c'est vrai que je l'avais Oui. pas dit au début. Est-ce que ta chaîne va garder le même nom? Est-ce que dans 2 ans, 5 ans, il y aura quoi sur cette chaîne? Pourquoi tu veux me faire changer de nom? J'en sais rien. C'est très bien Potion de vie. Alors dans 2 ans, 5 ans, elle s'appellera Jean-Yves Ponce, il y aura que des vidéos de storytelling. Et Et si ça marche pas, je dirais que c'est de la faute de Sylvain. exactement, et je pivoterai, je ferai complètement autre chose. Je ferai du jardinage et de la permaculture. Ça Voilà. marche bien ça. Non. Mes plans dans 2 ans, 5 ans, je vais tester énormément de nouveaux formats, dont un format qui s'appelle l'école parfaite. Donc c'est un titre un peu provocateur, mais pour proposer un petit peu mes solutions pour une école qui serait parfaite. Donc on parlera des horaires, on parlera des matières abordées à l'école, on parlera de... Donc ça peut être vraiment sympa et ça peut vraiment amener des profs à faire des micro-changements dans leur façon d'enseigner également. Comment on enseigne, tu vois, tout ça. C'est une émission que je veux mettre en place, c'est assez ambitieux, mais c'est ce que je veux faire. Je veux faire plus de vidéos, comme on a évoqué tout à l'heure, sur Kelvin Do, mais je vais en faire plus. Plus de vidéos de storytelling, un petit peu pour mettre en avant, mettre en lumière sur les petits génies de demain, peut-être. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Développer l'aspect communautaire, avec proposer toujours plus de contenu à ceux qui appuieront sur rejoindre. Donc c'est quelque chose que je veux développer également sur la chaîne YouTube. Proposer d'autres lives, d'autres types de lives, une autre émission. Moi, j'aimerais bien en fait que... J'en ai parlé un petit peu dans ma dernière vidéo, mais qu'on se réunisse avec plusieurs créateurs de contenu et que quelqu'un qui a un vrai projet et qui veut vraiment se lancer sur YouTube, par exemple, bah, on discute de son projet entre créateurs. Le tout est filmé et rediffusé, avec l'accord de la personne, évidemment. Et voilà, on brainstorm un petit peu sur son projet, on l'aide à démarrer dans les meilleures conditions. Et ça, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Une émission live comme ça où tu regroupes 3-4 créateurs, plus un porteur de projet, et comme ça, voilà, on l'aide comme ça, la Trop personne. bien. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place sur YouTube. Ok, tu m'appelles, hein. Tu m'appelles si tu lances ça. Bah, avec plaisir, ouais.
Ouais, ouais, bah oui, oui, oui. Je trouve ça trop bien comme Putain, idée. mais t'imagines déjà que moi je les saoule à créer des chaînes YouTube, alors si en plus toi tu t'y mets en plus, ça va devenir leur obsession les gens. Mais voilà ce que ça va être Potion de vie dans 2-5 ans, toujours plus de contenu, des nouveaux types d'émissions. Après, je vais développer ma présence sur d'autres plateformes aussi que YouTube, donc voilà, faut voir ça comme un tout et pas que juste YouTube. OK, super. Eh ben, écoute, merci beaucoup Jean-Yves. Est-ce qu'on peut clôturer en donnant un petit peu les endroits où on peut te retrouver sur internet? Alors bizarrement, vous pouvez me retrouver sur YouTube, Non. que vous cherchiez par mon nom, Jean-Yves Ponce ou Potion de vie, vous tombez, tous les chemins mènent à Rome en fait. Sur Twitch, Potion de vie, sur Instagram, Jean-Yves Ponce, et sur LinkedIn. Hein, si vous avez envie de voir un petit peu plus qui je suis, vous pouvez directement me contacter sur LinkedIn. C'est les plateformes sur lesquelles je suis le plus réceptif et réactif. Super. Et par surprise, je te demanderai de nous donner le mot de la fin. Le mot de la fin, Ouais. par surprise. Ah ouais, je m'y attendais. Créer, c'est chaque jour qui passe, c'est du temps que vous n'aurez plus après. Votre message, même si vous doutez de confiance, mais si vous manquez de confiance en vous, il a besoin d'être écouté. Vous avez besoin de laisser une trace de votre passage dans ce monde, et YouTube est parfait pour ça. Donc n'hésitez pas, que vous ayez envie d'écrire, que vous ayez envie de vous lancer dans des vidéos, que vous ayez quelque chose à partager pour lequel vous avez un certain savoir-faire ou une certaine passion, n'hésitez pas, c'est le moment. Complètement impro, ça va comme ça? C'est impeccable. Merci beaucoup. C'est le message que je sors tous les jours en plus. Ça sentait le message déjà un peu travaillé. Merci beaucoup Jean-Yves, c'était un grand plaisir. Et puis à tous les auditeurs, moi je vous dis au mois prochain pour un prochain épisode des créateurs vidéo, les podcasts. Ciao. Merci Sylvain, salut.